responsables de la Découvrade, merci à Nelly Ponce, merci à Max Lafontan qui ont pris contact avec moi pour vous... Ah, on n'entend pas bien ? Oui, pardon. Donc merci aux responsables de la Découvrade, merci à Max Lafontan, merci à Nelly Ponce et tous ceux qui m'ont invité à vous parler ce soir de ce sujet. Donc en effet, la résistance au vaccin, le refus vaccinal a une histoire, et on peut même préciser qu'il a une longue histoire, et cette longue histoire, elle est présente dès l'origine, en réalité, des vaccins. Comme on va le voir, les vaccins ne datent pas, comme on le croit souvent un peu de manière chauvine en France, de Pasteur, mais de bien avant. Et puis, je vais vous parler dans quelques instants de l'inoculation variolique, qui était une forme de vaccination avant la vaccination. Alors, c'est là. Comme Max Lafontan l'a rappelé, la France se distingue depuis quelques années, mais en réalité c'est un phénomène qui n'est pas si ancien que ça, par son vaccinoscepticisme. Donc la question qui est posée dans une série d'enquêtes internationales qui sont lancées depuis, disons, le milieu des années 2010, c'est de savoir, l'une des questions est de savoir si les vaccins sont sûrs, et comme vous le voyez sur cette carte, la France fait partie, si ce n'est le pays qui répond le plus négativement, ou le moins positivement plutôt, à cette question de la sûreté vaccinale. Mais comme vous l'avez vu sur la diapositive d'avant, l'affiche était volontairement choisie en anglais pour vous montrer que ce phénomène est d'abord ancien et il est aussi international. Le livre donc est publié en janvier 2019. Nous l'avons coécrit avec ma collègue Françoise Salvadori, immunologiste, dans un contexte qui était celui de la discussion de la loi des 11 vaccins obligatoires de janvier 2018, donc vous avez peut-être entendu parler. En fait, cette loi entrée en vigueur en janvier 2018, donc des 11 vaccins de l'enfance, était en préparation depuis au moins 2 ou 3 ans, avec une vaste enquête qui avait été lancée, là aussi, un débat en fait, avec des jurys citoyens, des jurys de médecins, etc. Donc la question était dans l'air du temps. Le livre est resté d'actualité quasiment de manière permanente depuis la sortie du livre. Il y a eu depuis d'ailleurs d'autres publications sur cette question, mais nous étions les premiers. Mobilisation des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes ont pris dans leur programme une demande de suppression de la loi de janvier 2018. Il y a eu des cas de rougeole aussi qui ont ressurgi à l'échelle européenne et française. La campagne des européennes, je l'ai mentionné parce qu'il y a eu un petit couac, si on peut dire, au milieu de la campagne, lorsque certains membres de Europe Écologie Les Verts ont pris des positions qui ont été démenties par le Bureau national. Et enfin, bien sûr, tout le monde le sait, le déclenchement de la Covid-19. Alors dans le livre est composé de chapitres historiques qui s'étendent donc du XVIIIe siècle à nos jours et de chapitres thématiques. Et ces chapitres thématiques correspondent à 4 fils argumentaires qui sont récurrents à travers l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on répète tout le temps la même chose, mais ça veut dire que depuis que la vaccination est là, elle suscite un certain nombre de réactions un peu prédéterminées qui sont à chaque fois réactualisées selon le contexte historique, avec des époques où tel argument domine plutôt que tel autre, et puis des époques où c'est un autre argument qui domine par rapport à un autre. Alors ces 4 arguments sont d'une part un argument fataliste religieux, celui-ci existe toujours actuellement, mais il est très minoritaire, par exemple, alors qu'il pouvait être, comme on va le voir, assez fortement présent au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle. Alors l'idée ici, c'est que la maladie, c'est le livre de Job, hein, la maladie est une épreuve, c'est une punition, voire une punition, et donc c'est un message en quelque sorte envoyé par Dieu. Nul n'a le droit d'aller contre son destin finalement. Donc un argument, encore une fois, fataliste, providentialiste. Un autre argument est un argument de type naturaliste. Le vaccin est vu comme un geste artificiel, il contrevient aux lois de la nature, il pervertit le corps, avec cette idée donc que le vaccin est une forme de poison qui transforme le corps humain et qui le fait rendre autre chose que ce qu'il est, et cela dans un processus contre-naturel.
Il y a des arguments que l'on a qualifiés d'alter scientifiques, dans le sens où il s'agit de théories qui expliquent que les vaccins ça marche pas pour telle ou telle raison, ou que tel ou tel élément contenu dans les vaccins, par exemple les adjuvants, sont extrêmement toxiques et qu'on refuse de l'admettre. Donc ça, ces arguments sont très intéressants parce qu'ils sont très présents aujourd'hui dans l'antivaccinisme contemporain. Ils ont toujours été présents, mais ils sont très présents dans l'antivaccinisme contemporain. Ce qui amène d'ailleurs un certain nombre d'anti-vaccins aujourd'hui à dire la fameuse phrase que vous avez peut-être déjà entendue: je ne suis pas anti-vax, mais... Hein, donc, et on rajoute mais les adjuvants, mais vaccins fabriqués trop vite, mais je veux des vaccins normaux, mais je veux pas du vaccin ARN messager. Donc tout ça, c'est des points d'attaque qui sont des points dans lesquels la personne, contrairement à le premier argument, qui est l'argument religieux, ne se place pas en dehors du débat scientifique, mais se place en marge du débat scientifique, à l'écart du consensus. Bon. C'est pour ça qu'on appelle ces arguments alter-scientifiques. Et enfin, il existe des arguments politiques, qui sont essentiellement des arguments contre l'obligation vaccinale. Alors tout commence au XVIIIe siècle avec cette pratique, l'inoculation variolique. La femme de l'ambassadeur anglais à Constantinople découvre dans les hammams de la ville que les vieilles femmes levantines pratiquent cette inoculation sur les enfants et qu'elles prétendent que cette inoculation, qui consiste à prendre un peu de pus sur un enfant malade et à le transmettre volontairement, donc en fait à transmettre volontairement la maladie mais sous une forme atténuée à un enfant sain, protégeait les enfants contre les formes graves et contre finalement la survenue tragique de la maladie. Cette maladie de variole était extrêmement un mal du siècle, véritablement. Les historiens considèrent que 10% de la mortalité totale du XVIIIe siècle était sous le simple... c'est énorme pour une seule maladie que 10% soit attribuable à une seule maladie. On en mourait dans un cas sur 5 ou sur 6, et même ceux qui n'en mouraient pas possédaient des séquelles plus ou moins graves, la plus connue étant la peau grêlée. D'autres perdaient le nez, perdaient les paupières, étaient défigurés, etc. Donc, découvrant cela dans les hammams, Lady Montagu se dit qu'elle va importer la technique en Europe, et elle le fait dans une certaine ambiance un peu hostile, dans la mesure où, eh bien justement, elle se heurte rapidement à un refus des médecins et à un refus aussi d'une partie des théologiens, comme on va le voir. Cette inoculation variolique, elle partait très mal, parce qu'elle partait sur un a priori d'abord... C'était une médecine apportée par une femme, donc c'était déjà un a priori très négatif. C'était une pratique orientale, donc c'était aussi encore plus ce qu'on appelait à l'époque la théorie des climats. Donc certains médecins expliquaient que ce qui marche à Constantinople ne marchera pas à Londres, par exemple. Et donc un a priori également, si on veut employer ce terme qui est là un petit peu surdimensionné, disons théologique. Par exemple, Edmond Massé fait une lecture du livre de Job dont je vous parlais tout à l'heure, en démontrant que le passage où il dit que le diable pique le mollet, le talon de Job pour lui transmettre une maladie qui se manifeste par un corps couvert de pustules, indique que le diable est le premier des inoculateurs, et donc que cette technique est diabolique et qu'il faut la rejeter. Donc il y a chez les catholiques, ici on est dans le contexte anglais, donc ce sont des anglicans, des protestants, mais il y a chez les catholiques, comme chez les protestants, un avis partagé chez les théologiens, chez les gens d'église, concernant cette pratique. Et ce qui est fascinant au XVIIIe siècle, c'est pour ça qu'on a inclus un chapitre sur l'inoculation variolique, à proprement parler, c'est que pratiquement tous les arguments sont déjà là, et on voit le côté hésitant des médecins comme le côté hésitant des théologiens. D'ailleurs, en 1763, le Parlement de Paris, qui est la plus haute instance judiciaire française, demande à la faculté de théologie et à la faculté de médecine de se prononcer sur la question de l'utilité de l'inoculation variolique. Les théologiens de la Sorbonne répondent que c'est pas leur problème et que c'est une pratique médicale, ils n'ont rien à dire là-dessus, et les médecins se partagent, c'est 50-50, ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. Bon. Donc tout le monde, toutes ces belles institutions ont clairement botté en touche. Donc là je vous montre la photo d'un pasteur anglican installé aux Amériques, Cotton Mather, qui a fait une vaste expérience d'inoculation pour vous faire comprendre qu'en réalité, même s'il existe des oppositions religieuses et on pourrait dire ecclésiastiques,
à cette pratique, qui est souvent assimilée parce que cette pratique de l'inoculation variolique est défendue dans les salons par des mondaines, par Voltaire, par les philosophes des Lumières, et donc les anti-Lumières ont tendance à, encore une fois, associer cette pratique à quelque chose qui relève du libertinage, au moins une sorte de forme de libertinage médical. Mais il y a des pasteurs ou des théologiens catholiques qui sont tout à fait favorables, et donc Cotton Mather fait une grande expérience à Boston. Il décide de vacciner massivement, enfin d'inoculer massivement, avec des résultats pas toujours optimaux d'ailleurs, mais enfin c'est pour vous dire qu'encore une fois l'opposition n'est pas totale. De la même manière, chez les catholiques, on va déterrer, si on peut dire, le 11e évêque de Reims, Saint Nicaise, pour en faire le saint protecteur des inoculés. Donc on voit que, et d'ailleurs au XIXe siècle, quand on va passer à la vaccination générienne, les évêques et les curés engagent les paroissiens à se faire vacciner. De ce point de vue-là, au XIXe siècle, l'Église, en particulier l'Église catholique en France, ne se montre pas hostile, sauf individuellement ou cas exceptionnels, à la pratique. Donc, comme je le disais, cette pratique est aussi une pratique mondaine. Ça coûte très cher de se faire inoculer. Il faut faire appel à un médecin chirurgien inoculateur dont les noms sont Tronchin, Gatti, etc., qui sont des stars internationales qui vont de pays en pays avec chacun sa propre recette d'inoculation, et il faut débourser une somme importante. Donc c'est une pratique plutôt aristocratique, et le débat qui manque en quelque sorte, mais en fait il est quand même présent sous d'autres formes, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de l'attitude du Parlement de Paris, le débat qui manque au XVIIIe siècle, c'est le débat politique, parce qu'au XVIIIe siècle, il est hors de question de rendre l'inoculation obligatoire, ni même de la généraliser. Ça reste une pratique un peu confidentielle, si on peut dire. Même si l'exemple est donné plus haut sommet de l'État, puisque Louis XVI et ses frères sont inoculés au lendemain même de la mort de Louis XV, qui est mort de variole, justement. Alors voilà, la vaccine, elle est découverte par ce qu'on considère être comme le premier vaccin, qui a d'ailleurs donné son nom à la vaccination. Elle est découverte par un médecin anglais qui s'appelle Edward Jenner, qui est un médecin de campagne dans le Gloucestershire, et qui découvre que les fermiers et les fermières qui traient les vaches présentent sur les mains des pustules qui ressemblent très furieusement d'abord à ceux que l'on trouve aussi sur les pies de ces mêmes vaches quand elles sont malades, et qui ressemblent aussi aux pustules de la variole. Et il se renseigne auprès des paysans qui lui disent que ces gens-là, il est connu dans le lieu que les trayeurs de vaches n'attrapent jamais la variole. Donc il se dit, entre la correspondance des pustules et le fait qu'il y ait cette espèce de légende, j'allais dire urbaine, mais enfin là c'est plutôt une légende rurale, de non-contraction de la variole, il doit y avoir un lien. Et donc il fait une expérimentation, il inocule cette vaccine de cette variole de la vache, en latin variola vaccina, donc littéralement variole de la vache en latin, et qui va donner le nom de vaccination. Il inocule cette vaccine à un jeune enfant, et dans les 15 jours qui suivent, il lui inocule le virus de la variole non atténué. Donc là c'est une expérience in vivo qui serait aujourd'hui tout à fait condamnée, mais qui donne des résultats, puisque effectivement, il s'avère que la vaccine protège. Cette vaccine, elle a beaucoup d'avantages par rapport à l'inoculation. L'inoculation était dangereuse parce que c'était une atténuation artisanale, et il y avait certains cas où le patient développait une forme sévère de la maladie, c'est-à-dire l'atténuation n'était pas assez forte, et d'autre part, les patients inoculés étaient contagieux. Ce n'est pas le cas avec la vaccine ne se transmet pas d'homme à homme, et elle est peu dangereuse, même si là aussi, si on examinait aujourd'hui les cas d'encéphalite, par exemple variolique, rarissimes, qui sont déclenchés par la vaccine, on trouverait ça difficile à accepter, mais après tout, on l'a accepté jusqu'à ce qu'on suspende la vaccination, c'est-à-dire au début des années 80. Mais disons que pour l'époque, alors c'est un résultat extraordinaire, puis surtout, il n'y a rien à comparer avec l'inoculation. Vraiment, les dangers sont très, très faibles. En revanche, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne sait pas extraire la vaccine de la vache, ce qui est quand même un petit peu gênant.
Donc on va utiliser la technique qu'on appelle la technique de bras à bras, c'est on va faire comme avec l'inoculation, on va vacciner un premier enfant, et puis cet enfant, une fois qu'il va avoir, au lieu de l'incision, 1 ou 2 pustules qui vont pousser, on va prélever la lymphe de ces pustules et transmettre ainsi le vaccin, la vaccine à un autre enfant, ce qu'on appelle la vaccination de bras à bras. Or ce procédé, évidemment, si l'enfant par exemple est syphilitique, s'il est atteint de maladies contagieuses, la lymphe vaccinale va aussi transmettre la syphilis ou d'autres maladies, et ça les autorités ont mis très longtemps à l'admettre, une 60aine d'années. D'une part, ils n'ont pas vu que la vaccine, pour être efficace, devait être administrée plusieurs fois, c'est-à-dire on a découvert au cours des années 1820-1830 qu'il était nécessaire de revacciner à un intervalle de 10 ou 15 ans. Et d'autre part, ils ont nié le fait qu'il puisse y avoir des contaminations accidentelles, je vous l'ai dit, jusqu'aux années 50 ou 60. Alors c'est donc à cette époque que l'antivaccinisme se structure, en reprenant des arguments. L'antivaccinisme religieux existe toujours, très marginalement. Il a tendance aussi à inverser un peu ça, dans ce siècle du 19e siècle, qui est aussi un siècle de sécularisation, il a tendance à inverser un peu l'argument, c'est-à-dire que c'est la vaccine qui est présentée comme une sorte de faux culte d'hérésie, de fausse religion, de fausse église. D'ailleurs, il y a un des comptes Twitter les plus actifs actuels de ce qu'on pourrait appeler l'antivaxosphère, qui s'appelle l'église de vaccinologie, hein, donc justement pour se moquer en fait de ce discours qui est présenté comme un discours dogmatique, mais que l'on attribue cette fois-ci à l'adversaire, c'est-à-dire aux partisans de la vaccinée. Ici, évidemment, l'occasion était trop belle, hein, la vaccine est associée au veau d'or, évidemment, vache, veau, bon, l'occasion était trop belle. Dans le même genre, d'ailleurs, toujours autour de la vache, vous avez des arguments naturalistes qui expliquent, donc sous la plume de certains médecins, ici il s'agit d'un médecin anglais qui est un des premiers théoriciens, si on veut, de l'antivaccinisme, que les enfants risquent d'être minautorisés. C'est-à-dire qu'on transmet une humeur animale, et ça c'est très intéressant, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une partie des médecins qui s'opposent à la vaccine étaient des partisans acharnés de l'inoculation. Pour nous, au XXIe siècle, c'est très bizarre de se dire ça parce que, en fait, ça fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire, on stimule l'immunité, mais sauf qu'au XVIIIe siècle, XIXe, on n'en sait rien du tout. Donc, ce qu'ils voyaient, eux, avec l'inoculation, c'est qu'on prenait du sang humain et qu'on faisait extraire, comme ils disaient, le ferment de la maladie par cette simulation d'humain à humain. Et là, ce qui leur plaît pas dans la vaccine, c'est de transférer du sang animal au sang humain. Et vous voyez aussi comment tout ce discours peut rejoindre un certain nombre de débats qui ont lieu au XIXe siècle, bien sûr, je pense à l'origine des espèces de Darwin en 1859, tout ce débat très fort au XIXe siècle dans la biologie sur la relation entre l'homme et l'animal. L'homme est-il un animal comme les autres? Quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'on peut faire des parallèles biologiques? Jusqu'à quel point? Etc. Bon. Et donc ce médecin du début du XIXe siècle, avant Darwin, pronostique que les enfants seront transformés en vaches, ce que un célèbre dessin produit par un caricaturiste anglais va illustrer de manière comique, en fait, ironique, par cette fameuse caricature où on voit des petites vaches qui poussent du bras, du nez ou de l'œil des vaccinés. Et au fond, d'ailleurs, sur le mur, vous avez à nouveau le veau d'or avec les gens en train de le vénérer. Qu'est-ce qui permet à ce caricaturiste de faire de l'ironie? C'est d'abord parce qu'il n'y a pas grand-chose qui arrête l'ironie des caricaturistes, comme on le sait, et tant mieux. Mais d'autre part, en fait, cette histoire de la vache, très rapidement, ça va s'éteindre, parce qu'en fait, les gens ne voient pas concrètement la vache, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on ne tire pas la vaccine de la vache, on va retourner à la vache seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle, et plutôt tardivement, dans les années 1880-90. Et donc, en fait... là, il y a un problème de crédibilité, si vous voulez, dans cette thèse. Il faut savoir que le vaccin qui passe de bras en bras est d'origine animale pour pouvoir adhérer à la thèse qui complique l'affaire. En revanche, ce qui paraît évident, qui était déjà vrai avec l'inoculation, c'est tous ces médecins hommes qui approchent le corps des femmes, qui le scarifient. J'ai souvenir d'ailleurs, c'est pas dans le livre, mais c'était donc une chose que j'ai lue et que je vous livre sans que vous puissiez le retrouver par l'écrit, aux
alors je pense que c'est début 20e ou fin 19e aux États-Unis, il y a un bal de promotion où les jeunes filles refusent de se faire vacciner parce que ça va laisser une marque sur leur épaule, alors qu'elles ont toutes, à cette époque-là, une robe de ce type avec un très fort décolleté. Et finalement, en discutant avec le médecin, elles acceptent la vaccination à partir du moment où c'est fait à un autre endroit pour éviter d'être scarifiées. Alors, il y a donc un point très fort, et qui aujourd'hui, je crois, aussi est très puissant, sur la question du corps, de l'intégrité du corps, du viol, de l'atteinte au corps, de la profanation du corps. Alors, le corps des femmes, mais aussi, bien sûr, le corps des enfants, qui est considéré comme un corps parfait, comme un corps inviolable, et le vaccin va être une sorte d'intrusion, d'introduction d'un poison extérieur à cet être parfait, et on l'entend encore aujourd'hui chez les anti-vax quand ils vous disent, contre tout ce que peuvent dire les médecins qui connaissent ce sujet, que le système immunitaire des enfants est parfait, alors qu'en fait il est à construire, au contraire, il est parfait, et donc il n'y avait pas besoin de tous ces produits chimiques. Mais alors bien sûr au XIXe siècle, la grande affaire, pour le coup, c'est la politisation complète du sujet, à travers l'introduction des premières lois d'obligation. Donc les premières lois, vous le voyez, la première loi est allemande, en Bavière, mais à l'époque la Bavière c'est encore, on peut dire ça comme ça, un tout petit pays. En vérité, le véritable grand pays qui a introduit l'obligation vaccinale, c'est l'Angleterre en 1853, suivi du Canada, et ensuite l'Allemagne, donc bismarckienne réunifiée en 1874, l'Italie en 1888, puis des tas d'autres pays, dont la France en 1902. Vous voyez que la France est en retard, en fait, par rapport à d'autres pays, par exemple, comparables, comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Cette obligation vaccinale, et c'est une question qui nous concerne toujours, comment est-ce qu'elle s'applique, à qui est-ce qu'elle s'applique, et comment on fait pour contrôler? Alors nous, on a nos petits téléphones portables, pas sanitaires, etc., mais à l'époque, c'est très compliqué. Donc en fait, ces lois s'appliquent essentiellement aux pauvres. Puisque quand vous êtes riche, si vous voulez pas vous faire vacciner, vous avez toujours moyen d'y échapper. En revanche, si vous êtes pauvre et que vous demandez l'assistance, on va contrôler votre épaule. Si vous êtes pauvre et que vous travaillez en usine, le patron va contrôler votre épaule. Si vous êtes pauvre et vous travaillez dans les chemins de fer, on va contrôler votre épaule. Donc vous voyez que ces lois, en particulier dans le cadre de l'Angleterre victorienne, elles apparaissent très vite comme des lois anti-pauvres, et donc elles suscitent, pour la première fois, jusqu'à présent, l'antivaccinisme est un antivaccinisme médical, et pour la première fois, on assiste à un antivaccinisme populaire. Grâce à la constitution de ligues, ces ligues, elles sont constituées à partir des années 1860, mais surtout des années 1880, d'abord en Angleterre, et ces ligues, elles adoptent un certain nombre d'actions, enfin elles mènent un certain nombre d'actions qui, là aussi, sont très intéressantes à analyser au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise la photographie, on montre des photographies de gens qui ont été vaccinés, qui en sont morts. Alors il y a notamment un album dont on parle dans le livre de bébés morts, avec donc une série de photos de bébés dans leur cercueil, avec la date de naissance, la date de vaccination et la date de mort, et le prénom de l'enfant. Une autre technique tout à fait fascinante, c'est l'envoi des faire-part de naissance. Donc les antivax anglais, ils guettent les actes de naissance, et ils envoient des cartes illustrées de cette manière pour essayer de dissuader les parents de laisser le vaccinateur approcher. D'un côté le policeman, de l'autre côté la mort. Le message est clair même pour ceux qui ne sauraient pas bien lire. Dans la période qui s'étend de 1880 à l'après-Première Guerre mondiale, les années 1920, disons, il y a un certain nombre d'émeutes qui sont déclenchées par ces mouvements, pas en France, mais en Angleterre oui, au Canada oui, aux États-Unis oui, ici aussi, vous le voyez, au Brésil, avec une grande révolte qui a eu lieu en 1904, où la jeune République brésilienne avait décidé de vacciner après des résultats positifs obtenus avec la lutte contre la fièvre jaune. Et cette campagne a complètement échoué parce qu'en fait les médecins se rendaient avec des policiers dans les foyers pendant les heures de travail, et les maris rentraient le soir et découvraient que leurs femmes et leurs enfants avaient été vaccinés de force sans leur consentement. Et ça a fait complètement éclater la situation
dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers des anciens esclaves, dans les quartiers des fonctionnaires et des militaires qui étaient soumis à l'obligation vaccinale. Autre exemple, une manifestation puissante en Ontario à la suite de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, où la vaccination est traitée d'invention allemande, hein, German born, en faisant référence ici à la première loi de 1807, alors qu'évidemment, ce que ces Canadiens anglophones ne disent pas, c'est que l'aventure de la vaccine, puisqu'on parle toujours ici que de la vaccination antivariolique, c'est largement une aventure anglaise, d'abord Jenner, ensuite les lois dont je vous ai parlé. Alors venons-en à Pasteur, donc notre Pasteur national, qu'est-ce qu'il fait lui? Il invente en effet un procédé nouveau qui est la vaccination contre la rage, et c'est un élément très important dans l'histoire de la vaccination, parce que d'abord c'est lui qui propose en hommage à Jenner d'utiliser ce terme dont je vous rappelle qu'en fait il veut dire vachiser, hein, vachisation. Il propose d'utiliser ce terme en hommage à Jenner pour qualifier tous les procédés de ce type, et surtout ce qu'il démontre, c'est que la variole, la vaccine n'est pas le seul vaccin orphelin, n'est pas le seul vaccin qui peut exister, il peut en exister d'autres, et donc notamment celui contre la rage, mais ensuite il y en aura bien d'autres qui seront inventés, comme vous le savez. Alors cette nouvelle avancée dans la recherche de vaccins produit toute une série d'oppositions. Et là encore, on peut croiser en fait la route des antivax se croise certains des mouvements politiques, sociaux de la fin du XIXe siècle, les mouvements féministes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est souvent la femme qui est au front pour empêcher le vaccinateur d'approcher l'enfant. C'est traditionnellement dans la société du XIXe siècle, elle qui est chargée du soin à l'enfant. Donc le soin vaccinal en fait est censé être un soin maternel et contrevient aux soins naturels de la mère par l'intervention d'un médecin qui est toujours un homme. D'autre part, ces recherches sont également critiquées par des défenseurs des animaux. D'autre part par des mouvements ouvriers, on l'a vu avec l'exemple du Brésil, et enfin, plus étonnant là aussi pour nous, mais tout à fait compréhensible dans le contexte de l'époque, par des mouvements hygiénistes, des gens qui disent qu'en fait, pour se prémunir contre les maladies, il faut travailler sur l'alimentation, il faut empêcher les gens de fumer, de boire, de s'entasser dans des taudis, avoir le tout à l'égout, mais ça n'a rien à voir avec une piqûre dans le bras. Donc il y a une partie du mouvement hygiéniste qui s'est convertie au pasteurisme, et il y a une partie du mouvement hygiéniste qui a refusé la révolution pastorienne. Alors on en revient à la vache, mais comme vous le voyez ici sur cette image, les conditions d'exploitation animale pour produire la vaccine, cette fois-ci stériliser la glycérine pour pouvoir empêcher les contaminations opportunistes, soulèvent le cœur, là pour le coup aujourd'hui, mais à l'époque c'est considéré comme un moindre mal, et il vaut mieux que des veaux meurent plutôt que des petits-enfants. Donc vous voyez comment on récolte ce vaccin. Donc voici une des leaders à la fois féministes et de défenseuses des animaux qui a mené des attaques contre Pasteur très violentes dans la presse. Et elle est connue, cette Marie Huot, notamment des mouvements féministes, puisque c'est ce qu'on appelle le féminisme néo-malthusien, avec la fameuse grève des ventres. Hein, c'est elle qui a inventé l'expression, l'idée qu'en fait l'espèce humaine est une sorte de parasite, plutôt cette espèce s'éteint, mieux la nature se porte, donc il faut faire décroître la population. Et dans le Grelot, donc un des journaux de l'époque, on évoque ce contexte avec un pasteur qui tente de vacciner contre la rage. Plusieurs de au moins deux de ses opposants, parce que cette image est un peu trompeuse, parce qu'au milieu il y a Émile Zola qui est dans cette galère qui n'a rien à voir en fait. Émile Zola à ce moment-là est pris dans une querelle littéraire, donc effectivement il vitupère dans la presse, mais ça n'a rien à voir avec les vaccins. En revanche, les deux autres, Cassagnac et Rochefort, eux, sont bien engagés dans une polémique anti-pasteurienne, et notamment donc Henri Rochefort, qui est le journaliste chef, si on peut dire, de l'opposition à Pasteur.
Alors, je saute de l'époque pastorienne à une époque plus contemporaine, si vous voulez. Tout à l'heure, peut-être dans les questions, je pourrais répondre à ces... Je vais en venir maintenant pour terminer avec la situation du Covid. Mais disons que à partir des années 20, d'abord où les vaccins se multiplient, je ne sais plus si c'est la diapositive suivante, oui, voilà. Donc vous voyez, à partir des années 20 où les vaccins se multiplient, on entre dans ce qu'on pourrait appeler un âge d'or de la vaccination. Âge d'or, cela ne signifie pas que les oppositions n'existent plus, mais qu'il y a par ailleurs un engouement très fort que vous voyez ici manifester, par exemple à l'Institut Pasteur, les files pour se faire vacciner vers 1900, les New-Yorkais qui se font vacciner massivement en 1947, donc selon les historiens de la ville, c'est la plus grande manifestation que New York ait jamais eue. Ces queues qui se sont produites, on estime qu'en quelques jours, en une semaine, pratiquement la totalité de la ville de New York s'est faite vacciner, à l'exemple du maire qui s'était fait vacciner devant les photographes. Et en 1955, des mannequins qui viennent joyeusement prendre la piqûre. On peut dire que cet âge d'or de la vaccination dure jusqu'aux années 70 à peu près, où il y a un retournement. Ça a commencé déjà un peu dans les années 60 avec des mises en cause du vaccin contre la polio, et puis un refus de plus en plus net au cours des années 70 et 80 d'un certain nombre de parents, notamment aux États-Unis ou en Amérique du Nord, contre les nouveaux vaccins dont on considère qu'ils sont un peu superflus. C'est le problème de tous ces vaccins-là, celui contre les oreillons, contre la rubéole, contre la varicelle, c'est que les parents n'en voient pas forcément tellement la nécessité. Ils ont l'impression qu'on leur cherche à leur faire acheter des boîtes de médicaments, alors que, et on l'entend parfois encore aujourd'hui, malheureusement, sur une maladie quand même assez grave, et surtout très très contagieuse qu'est la rougeole. Oh oui, la rougeole, c'est pas si grave que ça, moi je l'ai eu, etc. Bon. Donc là, c'est vraiment une appréhension du risque qui est très différente dans les milieux médicaux et dans la population, mais justement, les gouvernements qui décident et les industriels qui vendent ces produits doivent faire avec aussi cette attitude des citoyens plus ou moins rétive. Donc à partir des années 70 correspond aussi à une époque, disons, de mise en cause de l'autorité scientifique, de montée du relativisme ou des critiques anti-technosciences. On va voir se développer ce mouvement de scepticisme qu'on a vu tout à l'heure illustré par la situation de la France. Alors justement, la France est donc mal classée. Vous le voyez ici dans ce graphique que j'aime bien parce que plutôt que montrer une carte, il montre un schéma de régression avec une corrélation. Et ça permet de comparer de manière assez efficace pour voir par exemple que la France est très en dessous du niveau de confiance même de l'Angleterre, alors que je vous rappelle que l'Angleterre était un pays leader dans l'antivaccinisme, de l'Australie, du Koweït, de la Norvège, et même des États-Unis, où pourtant les groupes antivax sont très puissants et très bruyants, mais ça n'est rien de comparable en termes de population générale. Et en revanche, la France peut être comparée à une situation de vaccinoscepticisme du Togo, par exemple, ou de la Mongolie, ou du Japon. Autant de pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et on compare aussi éventuellement avec la situation suisse, qui est presque, si on peut dire, pire que la nôtre. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce schéma, c'est qu'on voit la relation entre la pauvreté et l'antivaccinisme. C'est-à-dire que l'antivaccinisme est plus présent dans les pays riches, en fait, que dans les pays pauvres. Voilà où on en était au moment où la Covid se déclare, avec donc une perte de confiance envers les vaccins qui s'est faite en deux temps. D'abord le débat sur l'hépatite B à la fin des années 90, avec l'idée selon laquelle le vaccin contre l'hépatite B n'était pas un bon vaccin, qui pouvait susciter des réactions graves du type de développement de sclérose en plaques. Et j'ai maintes fois expérimenté, on dit dans le livre que l'état de la science actuelle, c'est que ce lien n'a jamais pu être démontré, qui reste pour l'instant totalement hypothétique. Et j'ai rencontré des centaines de gens depuis que le livre est paru qui m'ont dit « Moi j'accepte tous les vaccins, je suis pro-vax à fond, mais le vaccin anti-hépatite B qui donne la sclérose en plaques, je ne veux pas en entendre parler. » Et ça existe aussi chez les médecins. Donc ça s'est vraiment imprimé. Alors,
je ne vais pas le faire pendant la conférence, peut-être tout à l'heure dans les questions, mais il y a des raisons politiques précises sur ce point, qui sont notamment l'attitude des contradictoires de deux ministres qui se sont succédés, l'un ayant dit il faut se faire vacciner et l'autre ayant dit qu'il fallait pas. Et puis le deuxième épisode, qui a été vraiment le véritable épisode de rupture, c'est la grippe A, donc la crise de la grippe A en 2009, où la campagne de vaccination lancée par Roselyne Bachelot était un échec complet. La France a été le pays où la campagne a été la plus inefficace. Et les Français en ont déduit de ce débat-là, celui de 2009, que finalement les vaccins c'était un truc inventé par Big Pharma pour faire de l'argent, que ça servait à rien, que l'État était complice pour acheter des boîtes parce que tout ça c'est le même monde et qu'ils se marient entre eux et qu'ils ont des contrats, etc., etc. Bon. Ce qui est fascinant, c'est de voir que ce phénomène-là, social, il peut se résorber en un claquement de doigts. On a vu que on en était sur une position très vaccinosceptique encore en décembre de l'année dernière, et que maintenant, alors un peu poussé par le pass évidemment, mais on obtient des taux de pro-vax extrêmement élevés. Alors moi, quand on me pose la question, est-ce que vous pensez que la crise Covid va renforcer l'antivaccinisme ou l'atténuer, je dis je n'en sais rien, ça peut tomber, c'est la pièce de monnaie qui peut tomber sur une face ou sur l'autre. Ça peut très bien entraîner les gens à reprendre confiance dans les vaccins, puisque ici on voit que le vaccin est efficace, comme ça peut renforcer encore le vaccinoscepticisme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les antivax historiques, si on peut dire, les ligues, les associations, elles étaient là, elles étaient prêtes, et je trouve assez amusant de voir, par exemple, un tract que dont j'ai immédiatement saisi la photo sur Internet, qui évoquait la présence d'adjuvants dans les vaccins. Et là, évidemment, il s'agit d'un tract qui a été placardé dès le début de la crise, le discours étant on vous fait croire qu'il y a une pandémie, pour vous, bientôt, vous injectez un vaccin qui va vous tuer ou vous rendre malade, et ce vaccin vous rendra malade parce qu'il contient des adjuvants. Or, il se trouve que, patatras, manque de bol, la technologie qui s'est imposée, c'est une technologie ARN messager qui ne comprend pas d'adjuvants. Bon. Mais les tracts étaient déjà là, ils étaient, si je puis dire, préimprimés, ils avaient juste remplacé la maladie habituelle par Covid. De même qu'il existe dans l'opinion des relais, hein, donc des hommes et des femmes politiques. Ici, j'en présente deux. Aux États-Unis, l'avocat Robert Kennedy, des chanteurs aussi, Booba, qui donc met sur son page Twitter des références au film Vaxxed, qui est donc un film réalisé par Andrew Wakefield, qui est celui qui avait lancé en Angleterre la polémique autour du vaccin qui était censé engendrer l'autisme. Alors bien sûr, on a eu droit aussi à la polémique autour de l'hydroxychloroquine. Pourquoi l'hydroxychloroquine mieux que le vaccin? Ce qui paraît un peu paradoxal à l'origine, puisque ce qui était fascinant, encore une fois, sur les réseaux sociaux, c'est de voir basculer toute l'antivaxosphère pro-chloroquine, alors que la chloroquine est un médicament qui peut être cardiotoxique dans certaines situations et chez certains sujets, et ça ne semblait pas poser de problème, alors que les mêmes auparavant expliquaient toujours que le meilleur moyen de se prémunir contre la maladie, c'était de suivre un régime, de manger des potions de carottes et de faire du yoga, etc. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, là, on revient sur un thème qui est très fort autour des vaccins, c'est cette idée que c'est un médicament préventif. Donc on administre, notamment aux enfants, un médicament potentiellement toxique à des gens qui ne sont pas malades. Et ça, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif qui constitue un véritable frein psychologique à l'acceptation du vaccin, alors que finalement, la molécule ici, l'hydrochloroquine, elle est présentée comme une molécule que l'on connaît, une molécule dont on connaît déjà à l'avance les effets éventuellement toxiques à long terme, que l'on prend en traitement et non pas en préventif, et tout ça a pu, si vous voulez, rassurer une partie des gens qui ont pris parti pour ce médicament. Alors bien sûr, il y a l'inévitable professeur Raoult qui a défendu cette molécule. C'était là aussi intéressant d'analyser son cas, parce qu'il avait publié en 2018, un an avant nous, un livre sur les vaccins, La vérité sur les vaccins, dans lequel il n'est pas du tout anti-vax. Il dit qu'il y a certains vaccins qui devraient être abandonnés et qu'au contraire, on devrait pousser, même obliger à se vacciner, par exemple, contre la varicelle. Donc de ce personnage
qui était le Raoult d'avant Covid, vous voyez ce qu'il est devenu sur une image de propagande anti-vax. C'est celui qui, en fait, ose dire de l'intérieur de l'institution toutes les vérités que les autres médecins refusent d'admettre. Que les vaccins, ça marche pas, qu'on les fabrique essentiellement pour vendre des boîtes, et donc avec toutes ces prédictions qui se sont toutes révélées fausses, sur lesquelles on n'aurait pas de vaccin, que ce serait inefficace, etc. Bon, et tout ça a été évidemment contredit, mais ce qui est intéressant de sa position à lui, c'est pour ça on est vraiment dans les arguments que je déclarais tout à l'heure, des arguments alter-scientifiques, où on s'appuie sur la science, ou ce qu'on croit être la science, ou ce qu'on croit être les résultats les plus pointus de la science contre les vaccins eux-mêmes. Ça, c'est typique vraiment de l'attitude actuelle. Alors, évidemment, il y a un contrepoint, si on veut, au personnage Didier Raoult, et ce contrepoint, c'est Bill Gates, avec l'idée que Bill Gates, c'est à la fois celui, j'ai vu une diapositive que je ne vais pas vous montrer, mais que je vous décris, où on explique que de la même façon que les fabricants de logiciels antivirus créent les virus pour vendre des logiciels antivirus, de la même façon, Bill Gates, maître de l'informatique, par l'intermédiaire de la fondation Bill et Melinda Gates, qui est une fondation philanthropique d'aide à la vaccination à travers le monde, est censé, lui aussi, finalement, créer, parfois avec un imaginaire complotiste, créer en laboratoire des maladies qui ensuite vont être soignées par des vaccins qui vont être achetés à des entreprises qui vont faire du profit avec, etc. Donc Bill Gates, c'est l'anti-Raoult. Vraiment, c'est les deux faces de Janus. Une question qu'on peut se poser, c'est qui sera très intéressante à analyser au cours de cette crise Covid, parce que là, on va avoir des enquêtes d'opinion qu'on ne pouvait pas avoir sur le 19e siècle. Des fois, on me dit, mais est-ce que l'antivaccinisme, c'est de droite ou de gauche? Bon, alors, en fait, on peut montrer qu'à certaines époques, c'est de gauche, à certaines époques, c'est de droite. Et là, donc, pour les États-Unis aujourd'hui, on voit très nettement que les démocrates, dans le cadre en plus de la confrontation avec Trump, qui n'est pas, lui non plus, anti-vax, mais qui a eu une attitude ambiguë vis-à-vis de la protection de la Covid, les masques, l'hydroxychloroquine, etc. L'électorat démocrate est pratiquement, est toujours au-dessus des 50% positifs, sauf les non-diplômés, qui sont légèrement en dessous. Par contre, l'électorat républicain, il n'est jamais au-dessus des 50% positifs. Donc là, c'était juste avant l'élection. Jamais au-dessus des 50% positifs. Même quel que soit le niveau d'études. On peut se demander ce qu'il en est pour la France, donc on attend toujours les résultats. Vous voyez sur la moyenne, je m'intéresse uniquement aux cases rouges ici du 21% de gens qui se disent sceptiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition, bien sûr. Par exemple, la France Insoumise se trouve dans la moyenne, mais en fait cette moyenne est extrêmement trompeuse, puisqu'on a un très fort taux de vaccinoscepticisme chez les gens qui se reconnaissent dans le vote Rassemblement National, 33%, alors que tous les autres sont très nettement en dessous, si bien que la moyenne en fait de la France Insoumise est une moyenne haute. Donc pour le dire clairement, l'antivaccinisme se retrouve préférentiellement dans les extrêmes politiques. Et ce que ne dit pas ce graphique, et qui moi m'intéresse encore plus, c'est que quand on a fait des enquêtes sur ceux qui ne vont pas voter, l'antivaccinisme est majoritaire. C'est-à-dire le premier parti de France de l'antivaccinisme, c'est le parti des abstentionnistes. C'est ceux qui ne croient pas au système et qui ne croient même pas au bulletin de vote protestataire. Et ça, c'est très intéressant pour cerner la psychologie actuelle du mouvement. Aux États-Unis, toujours, on va trouver donc une convergence entre différents discours. Ici, ce que je qualifie d'antivax libertarien, c'est une combinaison entre les discours critiques vis-à-vis de la science, critiques vis-à-vis du capitalisme, critiques vis-à-vis des médias, critiques vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, du système politique. Et là, dans cette image faite par donc un dessinateur qui appartient à ce qu'on appelle aux États-Unis la sphère des alt-right, donc cette mouvance politique qui a en partie fait le vote Trump, Ben Garrison a annoncé il y a quelques semaines qu'il était tombé malade de la Covid et qu'il entendait se soigner avec du jus de betterave. Donc je ne sais pas, j'ai pas enquêté pour savoir où il en est. Il y a plusieurs leaders de l'antivaccinisme au cours de la crise qui sont soit tombés malades, soit morts au cours de la crise.
Et là, ici, donc, on a une actualité récente à propos de ce Ben Garrison, mais il faut lui reconnaître qu'il a un très grand talent graphique, et cette image est extraordinaire. Pour moi, quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai vraiment fait des bonds en l'air parce qu'on retrouve la vache. Je pense pas qu'il y ait pensé en fait, mais on retrouve, vous voyez ce que ça ramène. Hein. La vache, c'est le bétail, c'est les animaux, c'est la soumission, c'est l'animalisation de l'homme, etc. Et toute cette symbolique en fait est réintroduite ici avec un individu qui a une cloche NSA qui le signale, des boulets aux pieds, et puis derrière il y a Big Pharma, il y a le Congrès, il y a MSM, c'est Mass Media. Donc les journalistes qui lies, donc qui mentent, et tout ceci au-dessus d'une usine Monsanto. Il y a le grillage barbelé, il y a le Mirador, et puis bien sûr dans les fesses, et il y a les inévitables piqûres de vaccins, les OGM, puisque le maïs qui est consommé par cet homme bétail, c'est du maïs transformé génétiquement, et donc les seringues sont remplies, le nom qui figure, c'est le nom des principaux adjuvants qui sont mis en cause par les antivax américains. Alors voilà, j'en termine là en vous proposant une petite bibliographie. Plusieurs, en dehors du nôtre, livres sont très intéressants. Par exemple, celui de Nadia Durbar sur la situation de l'antivaccinisme anglais au XIXe siècle. Le livre de Stuart Bloom aussi sur l'immunisation, comment les vaccins sont devenus controversés dans les années 60-70, qui est un livre très intéressant. Une étude sociologique récente, je ne suis pas anti-vax, mais... et puis certains autres livres. Il y a un livre aussi très bien, celui de Laurence Monet sur une épidémie de rougeole au Québec dans les années 80 et la manière dont la question du refus vaccinal a été traitée par les autorités. Voilà, et je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci.